Et quand je voyage sur un Grand Prix, ben je viens de Montréal, Tu fais je parle rayonner de Montréal. Montréal, Ouais, exactement. on essaie de négocier des ententes en faveur de Montréal. Vous êtes comme des ambassadeurs de Montréal. On est des ambassadeurs Ouais, de c'est ça. Montréal. C'est clair. Clairement, clairement. Donc aujourd'hui, notre invité fait partie de ceux qui se contentent pas de gérer dans la vie, mais plutôt d'orchestrer. Pendant des années, François Dumontier a tenu les rênes du Grand Prix du Canada, un événement qui fait battre le cœur de Montréal à chaque été. Aujourd'hui, il s'attaque à un autre symbole, le Parc olympique en tant que vice-président stratégie et exploitation commerciale. Derrière lui, il y a des décennies de grands rendez-vous, d'enjeux politiques, de nuits blanches, hein, François, de décisions risquées. Et devant lui, surtout, une mission, faire du Parc olympique un lieu vivant, durable, tourné vers les Montréalais. Bienvenue aux Judicieuses, François. On est bien content de t'avoir avec nous. Merci de l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Et en plus, tu as grandi à Châteauguay, donc dans la région où on se situe présentement. On veut parler de tes débuts. Puis, dans le fond, ce qu'on veut savoir, c'est quand tu repenses à tes débuts, là, qu'est-ce qui t'a donné envie de plonger dans ce milieu-là, dans des grands événements? Puis, est-ce que tu étais déjà passionné par la Formule 1 dès le départ? En fait, la Formule 1 est venue, c'est arrivé plus tard, mais tu sais, moi, comme plusieurs petits Québécois, le hockey occupait une grande place là, dans ma vie sportive. Je jouais au hockey aussi à Châteauguay. Et donc, la F1, à ce moment-là, à part que je connaissais Gilles Villeneuve, évidemment, comme tout le monde. Comme tout le monde, oui. Je n'étais pas un passionné de ça. Mais il faut retourner un petit peu en arrière pour comprendre, parce que je n'étais pas destiné là, à aller dans ce genre d'organisation-là. Je dis souvent la blague, là, mais moi, j'étais à Louis-Philippe Paris, à Châteauguay. Hein, j'avais pas mes maths ce soir à 5. OK. J'avais pas ça, moi, les maths. Et quand il venait le temps d'aller au cégep, j'ai regardé tous les programmes qui ne demandaient pas de maths pour pouvoir rentrer au cégep. Et j'en ai trouvé un qui s'appelait Technique de loisirs au cégep du Vieux-Montréal. Mais c'est parfait. Loisir, tu sais, pour moi, le loisir, là... On va avoir du fun là-dedans. Ouais, on va avoir du fun là-dedans. Ça te touche une Puis, corde. là, je comprenais pas trop dans quoi je m'en allais. Écoute, tellement pas que je pensais que j'étais pour devenir prof d'éducation physique. Là. Et à la première session, je me suis rendu compte assez vite que ce programme-là, c'était comme un peu l'ABC de l'organisation d'événements, d'activités. Je me souviens encore du nom de la fille, elle s'appelait Manon Fortin. Et c'était une ancienne étudiante en loisirs. Et elle travaillait à la Fête des Neiges de Montréal, qui se déroulait à l'île Notre-Dame. Elle vient nous voir pour une session et elle est en recrutement de bénévoles. Et là, moi, j'appelle, ligne dure à l'époque, là, Ouais. 85, là. Et j'appelle Manon, puis elle me dit, ben écoute, on va te prendre parce qu'elle dit, t'es le seul qui a appelé. De toute la cohorte qui était là, ouais. Alors, elle dit, viens me voir. Et l'activité qu'on m'a demandé d'organiser, c'était une course de lit sur la patinoire du bassin olympique, en hiver. Alors là, moi, là, comme ma première expérience d'événement où là, il faut que j'organise l'activité, mais que je décide des règlements, que je trouve des commanditaires, des participants, etc., etc. Merci à ma famille parce qu'ils ont participé à cette activité-là. T'ont soutenu puis t'ont aidé. Mais, alors donc, c'est ça. Et ça, c'est ça qui m'a amené à la Formule 1. Wow. Parce que quand j'ai fait cette activité-là, je pense qu'on a apprécié le travail que j'ai fait et on m'a demandé de... En fait, on m'a offert un emploi d'été pendant que j'allais au cégep. Puis... Alors, j'ai toujours travaillé un peu pour l'île Notre-Dame. Tu sais, ça a changé souvent de nom là, comme d'organisation. Et quand j'ai terminé mon cégep, j'ai commencé à travailler à temps plein, là, au niveau opérationnel, sur l'île. Je suis devenu un col blanc de la ville de Montréal. Okay. Ça, c'est important de le dire dans l'histoire. Un détail important. Et le Grand Prix était déjà là. Hein? Tu sais, le Grand Prix était là depuis 1978. Là, on est en 94, là, à peu près, là, ce que je vais vous raconter. Et moi, j'agis comme le lien entre le Parc Jean-Drapeau, la ville, et le Grand Prix. Et là, un jour, Normand Legault, qui était le président du Grand Prix du Canada, qui est devenu ami, mentor par la suite, est venu me voir. Moi, je travaillais sur le circuit, puis Normand, ce matin-là, conduisait une de ses Ferrari, il arrive, il me demande d'aller le voir. Et là, tu sais, moi, je panique, là, parce que je me dis, OK, là, j'ai fait de quoi de pas correct, il veut... Parce que nous, on était comme un fournisseur de services pour le Grand Prix. Ben non. Et écoute, il m'a offert un emploi dans l'organisation du Grand Prix du Canada. Là, c'était tout dans
dans ma tête, là, ça bougeait vite parce que là, j'étais un col blanc de la ville. Là, je pourrais peut-être avoir une petite carrière en sécurité. Et ben, ça a pris même pas 24 heures, là, puis j'ai accepté l'emploi, démissionné de la ville, sauté à clôture, puis aller travailler pour maintenant l'organisation privée. C'est comme ça que j'ai été au Grand Prix. Et je me souviens d'un titre dans les journaux, même ça se disait, quand j'ai acheté le Grand Prix, là je suis sur des étapes, mais quand j'ai acheté le Grand Prix en 2010, on a fait un titre en disant d'une course de lit à la Formule 1. Ben, c'est carrément ça, parce que dans ton parcours, tu dis, si je passe pas par cette course-là, je rencontre jamais Normand. Pour moi, c'est clair. C'est clair. Puis, j'avais été influencé, pas influencé, mais mon grand-père paternel, okay, dans l'histoire, il est important, lui m'avait toujours dit deux choses. Il m'avait toujours dit jamais non quand on va t'offrir quelque chose. Quand on est venu voir pour chercher les bénévoles, c'était clair que j'étais pour dire oui, tu comprends? Oui. Puis la deuxième chose, il m'a toujours dit, assure-toi d'être bien mis, d'être bien habillé, tu sais jamais qui tu vas rencontrer dans une journée. Alors, j'ai toujours appliqué ces deux principes-là, puis ça m'a servi. Mais pour moi, c'est clair que si je ne fais pas cette activité-là, je ne suis pas au Grand Prix en 94. Puis, tu sais, y a-t-il un moment, justement, au Grand Prix où tu t'es dit, OK, là, je suis à ma place? Ça a pris quelques années, ouais. Tu sais, parce qu'au début, je connaissais le Grand Prix, il était déjà sur l'île, je le voyais, mais je connaissais pas la F1, je n'étais pas un fan de F1. Mais là, après 2-3 ans, là, je me sentais vraiment bien, en sécurité aussi. Je pense qu'on était partis là, pour un bon bout. Jacques est arrivé en Formule 1 en 96. Jacques Villeneuve. Donc ça aussi, ça l'a aidé. Je te dirais que c'est là. Puis là, après ça, là, j'ai gravi, je te dirais, le peu d'échelons qu'il y avait, parce que le Grand Prix, c'est l'événement sportif et touristique le plus important au Canada. Mais c'est toute petite organisation. Mm-hmm. Hein. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde qui vont se greffer pendant l'événement, mais à la base, c'est une petite organisation. À la base, c'est une petite organisation. Là, moi, quand j'ai rentré là, on était 6 permanents là, à organiser le Grand Prix du Canada. Wow. On a augmenté un petit peu par la suite, là, évidemment, mais... Alors, ouais, ça a pris 2-3 ans. Je me suis bien senti. Puis là, après ça, là, on dirait que j'étais parti un peu pour la gloire. Bien, justement, puis tu as parlé de Normand Legault, ton ami, ton mentor, tu as repris le flambeau. Ouais. Ça représentait quoi à ce moment-là pour toi de reprendre les rênes d'un événement aussi mythique que le Grand Prix de Montréal? Bien, c'était épeurant. Tu sais, là, je succédais à Normand. Normand, moi, je le dis souvent, là, mais Normand, je dois presque tout. Tu sais, des fois, les circonstances, les malheurs des uns fait le bonheur des autres. Bon, Normand, en 2008, se chicane avec M. Ecclestone, qui était le grand Manitou de la F1. Puis, Montréal perd le Grand Prix en 2009, donc pas de Grand Prix là. Et Normand décide, lui, à ce moment-là, de se retirer un peu du sport automobile. Ce que je pensais qu'il était pour arriver est arrivé. C'est-à-dire qu'un jour, M. Ecclestone m'a appelé. C'est comme ça que c'est arrivé. C'est lui qui a appelé. Bureau. Mon adjointe me dit, t'as M. Ecclestone au bout de la ligne. Là, je savais pas trop quoi faire, tu comprends? Mais tu le prends, là. Tu savais pas à quoi t'attendre. C'est sûr que tu le prends, l'appel, c'est M. Ecclestone. Il y a beaucoup de pression de son côté. Les équipes, les pilotes, les commanditaires. Ces gens-là aimaient ça, venir à Montréal. Puis je l'ai souvent dit, mais c'était pas de la frime. Là. Quand il le disait, c'était pas de la frime. Et un des éléments bien importants, c'était la télédiffusion. Parce que les Grands Prix qui sont en Amérique du Nord, à 2h l'après-midi, ils sont télédiffusés aux heures de grande écoute en Europe. Donc, les codes d'écoute de ces télédiffuseurs-là, ils étaient énormes. Et donc, ils mettaient beaucoup de pression. Je n'ai pas réfléchi très longtemps, là, parce que c'était quand même un défi là, très intéressant. Stimulant, mais je comprends. C'est le défi d'une carrière. Qui a changé ma vie, là, qui a changé littéralement ma vie après. Wow. Mais tu disais, puis je vais surfer dessus, d'un coup, quand il ne revient pas, je vais vous dire tantôt pourquoi les pilotes aiment autant ça, venir à Montréal. Pourquoi ils aiment autant ça? Bien, à Montréal, c'est une ville accueillante. C'est une ville qui est surtout sécuritaire. Okay. Ces gars-là, c'est des superstars, hein, les pilotes de F1. Là. Et quand ils vont dans d'autres pays où
ou la culture peut-être de la Formule 1. Tu sais, nous, l'événement là, est très, très, très populaire, mais on n'a pas une culture de Formule 1. On a une culture de hockey, mais en Europe, dans certains pays européens, la culture de la F1, elle est omniprésente. Hein? On pense en Italie, là, ben, les tifosi italiens, les gens sont fous. Les gens sont fous. Là. J'ai fait le tour du monde. J'ai eu la chance de faire le tour du monde sur les Grands Prix. My God, écoute, c'est impossible pour ces gars-là de sortir en ville. Et ce qu'on me disait, c'est qu'ici, là, puis c'était un des Grands Prix à Montréal où les pilotes emmenaient leurs conjointes et même des membres de la direction de la F1 emmenaient aussi des conjointes parce qu'ils trouvaient ça sécuritaire. Quelqu'un qui n'était pas nécessairement habillé en F1 ou avec son chandail là, de l'équipe passait presque incognito. Alors, ça, il aimait ça. Nourriture qui était excellente. On est reconnu pour la gastronomie. Alors, c'est ça. Ces éléments-là. Puis, au circuit comme tel, ben la foule était là. Les gradins sont remplis. Ce n'est plus unique à Montréal, mais ça l'a été pendant longtemps que le vendredi matin, nos gradins étaient aussi pleins que le samedi que le dimanche. Mais c'est pas une culture en Europe. Le vendredi, c'est une journée qui est... Il se passe rien. Il n'y a personne? Il y a des voitures en piste, mais il n'y a pas beaucoup de monde. OK, il n'y a pas de spectateurs. C'est le dimanche. Là. Pour d'autres, c'est le dimanche. Nous, c'est un happening. Nous, on le vit pendant 3 jours. On ne fait pas les choses à moitié. C'est vraiment un happening. Et ça, les pilotes, ils le reconnaissaient. Ils voyaient bien que dans les gradins, il y avait du monde. C'est stimulant pour eux. Ben c'est certain. Y a-t-il une phrase marquante qui t'a aidé à toujours repousser tes limites? Ben c'est sûr que je ne dis pas une phrase marquante, mais c'est comme un peu inné, ça. On a toujours voulu pousser la note, puis toujours faire mieux, puis tu sais... Ça fait partie mais ça fait partie de moi, en fait. Puis ça, je le faisais pour... bien évidemment, c'est une entreprise, puis c'est une entreprise privée, fait qu'on le fait... Là, tu fais ça, on le fait pour aussi être performant puis faire des sous. Mais j'ai toujours fait ça aussi pour le rayonnement de Montréal et du Québec. Ton mindset, c'est ça. Mon mindset était là-dessus. Comment on fait pour montrer Montréal au monde entier et le Québec. Fait que ça m'a toujours un peu drivé là-dessus. T'sais. Si on parle de gestion de risque, parce que Dieu sait, il y en avait quand même, la création d'un événement emblématique comme ça, quand on gère un événement de cette envergure, qu'est-ce qui pèse le plus lourd? La logistique, la politique ou la pression médiatique? Tu as le droit de répondre, c'est la pression médiatique. Hein? Je vais dire que c'est un mélange des trois. J'imagine. Je vais dire que c'est un tout, c'est un mélange des trois. On soupçonne pas, le public ne soupçonne pas parfois qu'il y a certains éléments qui se déroulent à Montréal. Eux, ils voient l'événement, mais ils ne soupçonnent pas l'impact que ça peut avoir sur un événement comme le Grand Prix. Et comme le Grand Prix est toujours, là, je dis était, mais est toujours, je pense, le plus grand événement sportif et touristique, il est souvent, entre guillemets, pris en otage et utilisé à des fins de négociation, que ce soit pour des conventions collectives. Il y en a une, maintenant, qui a un peu marqué mon esprit à moi, c'est le printemps érable. La grève étudiante en 2012. Oui. Et on ne soupçonne pas, tu sais, quand je le raconte, les gens me disent, pourquoi cette grève-là... À quoi elle a eu un impact? Elle t'a fait mal. Ouais. Mais elle nous a fait mal. Là. Elle nous a coupé environ 10 de nos ventes de billets à l'époque. Quand même. Parce que ça avait commencé au mois de mars, à peu près, la grève étudiante. Le Grand Prix est en juin. Là, ça sortait tous les soirs dans les rues. Là. Puis à un moment donné, ça a racheté les casseroles, puis etc. Puis ça prenait des rues d'assaut à Montréal pour manifester. Puis on se souvient, là, il y avait des gens qui... Ils allaient manger, mettons, au resto sur la rue Peel. Quelqu'un qui venait de Terrebonne mangeait là. Puis là, soudainement, ils ne pouvaient pas retourner chez eux parce que la rue était bloquée par... Alors, ça a fait qu'à un moment donné, les gens ont commencé, pendant cette période-là, à peut-être moins venir à Montréal. Ils ont demeuré sur la rive nord ou sur la rive sud. Mais il y a aussi des images télé qui ont été diffusées. À ce moment-là, vues par les Européens. Ça a repoussé du monde, hein? Ça a repoussé du monde. Puis là, on a dit, comment ça qu'à Montréal, il y a des pneus qui brûlent dans le milieu de la rue, tu comprends? Et je me souviendrai toujours, environ une semaine avant le Grand Prix,
le mouvement étudiant, avec Gabriel Nadeau-Dubois, qui était le leader, était en négociation à Québec avec Jean Charest pour essayer justement de régler ce conflit-là. Il s'est servi. Et à la sortie de cette rencontre-là, ils ont dit... Gabriel m'a dit plus tard que c'est pas lui qui avait dit la fameuse phrase. J'ai toujours pensé que c'était lui, que c'était un de ses collègues. Et il a dit aux médias, on a dit à Jean Charest, on va te l'organiser ton Grand Prix. Oh. Et ça a fait qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu venir au Grand Prix. Donc, ça, tu vois, c'est un élément un peu politique qui mettait de la pression. C'est clair. Qui avait un impact sur nos opérations puis sur la business, vraiment. C'est quoi la décision la plus difficile que tu as eu à prendre dans ta carrière, justement, quand tu étais à la tête du Grand Prix? Je dirais que le moment le plus difficile pour moi, c'est que malheureusement, en 2013, on a vécu un décès d'un de nos bénévoles, d'un travailleur de piste. OK. C'était à toute fin de la course. Et ce qui a été le plus difficile, c'était de l'annoncer à ses parents. Mon Dieu, mais ça... C'était quand même quelqu'un d'une quarantaine d'années. Ses parents étaient quand même plus vieux. Mais ça, c'est probablement l'élément le plus difficile. Que tu as eu à faire. Que j'ai eu à faire. C'est délicat comme situation. Ouais. Le Grand Prix, on le sait, c'est une vitrine pour Montréal. Qu'est-ce que tu as compris là-dedans de la façon dont une ville se raconte au monde? Tu vois, aujourd'hui, il y a 24 courses là, dans un championnat du monde de F1. Et il y a des pays qui ont maintenant une course. Des pays émergents qui n'ont jamais été dans le championnat du monde, dans le calendrier. Dans certains de ces pays-là, les courses ont lieu devant à peu près des gradins vides, ou à peu près. À ce point? Ah, ouais. Oui, mais c'est pas grave. Eux, c'est de pouvoir parler de la ville, montrer des images, attirer du tourisme. Hein. C'est ça. Puis on a souvent entendu des études de retombées économiques. Autant pour d'autres événements montréalais, le jazz en fait, puis tout ça, mais nous, on en faisait aussi. Mais ce qu'on a soupçonné, puis ce qu'on a tardé, je dirais, à faire cette étude-là, c'est sur des retombées médiatiques. Et on a fait une étude disant toutes les images qu'on a vues pendant la semaine du Grand Prix, que ce soit de la télévision comme telle, mais tous les reportages des journalistes européens, etc., si on avait eu à payer pour ça, acheter cette campagne-là, on parlait d'environ 25 millions de dollars. Wow, c'est sûr. C'est pas Alors, bien. donc ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça. Donc ça, c'est important. Tu comprends, pour la ville, quand on fait rayonner Montréal. Puis c'est aussi de faire rayonner quand on voyage. Tu sais, quand je voyage sur un Grand Prix, ben je viens de Montréal, tu fais rayonner parle de Montréal, ouais, exactement. Puis on essaie de négocier des ententes en faveur de Montréal. Fait qu'on l'a toujours. Montréal on a en tête. Là. On a ça en tête. Ça. Vous êtes comme des ambassadeurs de Montréal. On est des ambassadeurs de Montréal. C'est clair. Clairement. J'ai juste une image dans la tête. Souvenez-vous l'année que la marmotte a traversé le... Ouais. Ah, Et elle est devenue populaire en tabarouette. Ça vaut 25 millions. Je me souviens plus, ça fait combien de temps. On l'a tellement vu. Oui, il y en avait vraiment une en particulier là, qu'on a vue sur des photos là, qui a fait le tour du monde. Mais il y en avait presque à toutes les... Ah, c'est vrai? Ah, écoute, des marmottes, là, sur l'île, vraiment, je ne sais pas combien il y en a. Et ils n'ont pas peur. Alors, ouais, mais ça fait partie, ça, un peu de notre... signature. Folklore, Ben oui, signature visuelle, c'est clair. Ouais, ça prend une marmotte. Ouais. Justement, après avoir fait vibrer Montréal au rythme des moteurs, tu t'attaques aujourd'hui, on l'a mentionné depuis le début de l'épisode, à un défi différent, mais tout aussi emblématique, qui est le Parc olympique. On a envie que tu nous jases de ça. C'est quoi qui t'a attiré dans cette belle aventure-là? Ben, il faut revenir un petit peu à Grand Prix quand même pour te parler du parc. Bon, j'ai été 30 ans au Grand Prix au total, donc 15 ans comme président du Grand Prix. Il y a eu, évidemment, la pandémie, une pandémie mondiale, tout le monde a vécu, mais une pandémie qui a été quand même très difficile. C'est 2 annulations d'événements, donc 2 annulations avec 0 revenu pendant 2 ans, mais quand même une équipe à soutenir, à garder. Puis moi,
c'était clair dans ma tête que j'étais pour garder cette équipe-là, malgré tout. Donc, j'ai assumé les dépenses, les salaires, parce que cette équipe-là avait acquis au fil des années une expertise, puis une expérience inestimable. Il y en a un Grand Prix au Canada. C'est ça. Alors, je voulais les garder. Puis vous êtes 6. Pendant 2 ans, on avait augmenté. Faut que je te dise qu'on avait augmenté un peu parce que le Grand Prix aussi a pris de l'ampleur, mais on était à une vingtaine. C'est pas plus que ça quand même. On a tendance à penser qu'on est... Il y a 150 personnes qui travaillent là-dessus. Durant l'événement, oui, on a beaucoup de monde. Et puis l'autre affaire aussi que je me faisais dire, je fais une parenthèse, là, mais... Ah ouais, toi, on sait bien, mais tu travailles juste 3 mois par année, puis le restant du temps... Ça, c'est les perceptions. Tu vas faire quoi, tu sais? Alors, tu sais, ça, c'était une mauvaise perception c'est clair. aussi. C'était 365 jours par année, probablement. Hein? Pas probablement. C'était 360 jours par année, toute l'équipe ensemble. Et donc, arrive la pandémie. Évidemment, là, ça a été un coup difficile. J'avais commencé un peu, peut-être avant la pandémie, à dire, OK, comment je peux... pas rentabiliser, mais... Tu sais, moi, j'ai pris des risques. J'ai investi de l'argent là-dedans. À un moment donné, tu veux peut-être commencer à récupérer cet argent-là. Fait que j'y pensais. La pandémie m'a fait vraiment ma décision de vendre. Dans le fond, j'ai vendu l'entreprise qui m'appartenait, mais qui était derrière le Grand Prix du Canada. Et là, ça faisait 30 ans. 94, 2024, ça faisait 30 ans. Et je pense que j'avais fait le tour. Je pense que j'avais fait le tour de ça. Donc, en août 24, j'ai quitté le Grand Prix. Pas de gaieté de cœur. Tu as beau dire... J'ai fait le tour, mais il y a un attachement. Ah, mais on le sent, l'attachement. Mais oui, l'attachement, puis je me souviens encore de la dernière journée là, qui était... émotive? Boy, je t'en parlerai pas là parce que je vais être émotif, là, mais... puis là, je m'étais dit, parfait, là, je vais arrêter pendant 6 mois. C'était ça que je m'étais dit. J'avais pas de plan. J'avais 0 plan devant moi. Okay. Et le parc olympique était jamais dans mon radar. Okay. C'était pas dans mon radar. Mais un jour, je dirais pas, il y a une ministre qui m'a appelé pour tenter mon intérêt. Parce que le parc olympique, bon, évidemment, le stade est là depuis 1976. Ça va faire 50 ans d'ailleurs, les Olympiques, là, en 2026. Mais il y a eu quand même un changement de mission là, pendant la pandémie. Donc, la RIO, qui était la régie des installations olympiques, a été abandonnée. Et ils ont créé une société à but vraiment commercial, d'en faire une business. Et donc là, avec les travaux qui étaient encore au stade, là, la toiture est en travaux, la nouvelle technique, puis il va y en avoir d'autres. Et on tentait mon intérêt pour voir si j'avais pas l'intérêt à aller à prendre un rôle au parc. Puis ma première réaction, là, je vais me censurer un peu, mais j'ai quand même dit es-tu folle? Parce que pour moi, le stade, à l'âge que j'ai, pour moi, j'avais une perception du stade. Tu comprends? J'avais une perception que le stade attend, là, la toiture a été déchirée. Pas positif. C'était pas positif. Ouais. Pas positif. Mais on m'a quand même... j'ai quand même été là, pour rencontrer les gens du Parc olympique. Puis j'ai rapidement compris qu'on était ailleurs. On était dans une autre direction. Puis qu'on était... ce qu'on faisait là, c'est de préparer les 50 prochaines années. Tu comprends? Avec, oui, un investissement important dans l'infrastructure du stade. Et là, tu sais, moi, mon rôle est vraiment commercial. Là. Moi, je ne m'occupe pas de la construction du tout. Quand ça va être terminé, mon rôle, c'est remplir-les. Oui, c'est ça. Okay? Et, mais c'est là où ma vision, ma perception a changé. C'est quand j'ai compris ce qu'on pourrait faire avec le stade. Tout le potentiel. Le potentiel que ça va avoir. Mais je reviens à une ligne que je vous ai dit tantôt. Avec ça, on peut faire rayonner Montréal, puis on peut faire rayonner le Québec. Puis c'est ça qui me drive. Fait que donc, là, je me suis dit, parfait, je pense que je vais pouvoir contribuer puis aider. Là, c'est cet élément-là qui a fait en sorte que tu as décidé d'embarquer dans Oui, parce que, puis tu sais, c'est intéressant c'est un beau défi de pouvoir changer cette perception-là de ceux qui l'ont encore, la perception. Parce que quand je parle de des
plus jeunes, puis je leur explique un peu, tu sais, c'était quoi l'objectif, vers quoi on s'en va, ben eux qui n'ont pas connu là, ces années-là, ben eux, leur réflexe, c'est juste me dire « Hey, t'es capable d'emmener Taylor Swift à Montréal? Ça l'intéresse. » Fait que, tu sais, on travaille pour la prochaine génération, puis on travaille pour ça. Et ça, là, ça fait 8 mois que je suis au parc, là. Puis tu tripes? Tu sais, il faut que je le dise, au début, je tripais pas. Moi, j'arrive du privé, j'arrive entrepreneur, et c'est une société parapublique. Fait que là, il y a toute une adaptation qu'il faut que j'assimile. Oui. J'ai été 30 ans dans un sport que je connaissais par cœur, de fond en comble. Et là, j'arrive dans un nouvel environnement où est-ce qu'il y a un autre langage, c'était un autre beat, hein, c'était un autre... mais ça se rapproche des Olympiques. Puis mon rêve a toujours été de travailler sur des Jeux olympiques. Okay. Alors là, je me dis, OK, je me rapproche un peu. Mais c'était difficile. Là, aujourd'hui, j'ai du plaisir, tu sais, parce que j'ai appris à connaître, puis je maîtrise aussi un peu plus là, ton environnement, puis mon équipe, etc., etc. Et c'est ça. Puis là, ben, ce qui me drive, là, c'est de dire, et quand on va réouvrir le stade, là, qui est prévu d'ouvrir en 2028, le show qu'on va faire pour le réouvrir, lui, il ne faut pas manquer notre coup. Il faut que ça marque l'imaginaire. Bien, justement, le Grand Prix, c'était de l'émotion instantanée. Le parc, c'est la durée, la mémoire, le quotidien. Comment on trouve le bon tempo entre les deux? Tu sais, moi, là, quand on arrivait le dimanche du Grand Prix, j'avais un rituel là, que je vais quand même... Je ne l'ai pas dit souvent, là, mais... Tu vas nous l'avouer aujourd'hui. Ouais, c'est un scoop. Mais tu sais, moi, le dimanche matin, ce que je faisais, c'est que je l'ai commencé en 2010. Avant, je ne le faisais pas. Okay. Mais quand j'ai commencé à être à risque, puis j'ai dit, OK, je vais embarquer là-dedans, le dimanche matin, tu sais, on arrive tôt, hein, et je m'agenouillais devant le Salut Gilles. Tu sais, il y a un Salut Gilles qui est peint. Et je m'agenouillais là, puis je n'ai pas pas misère à le dire, je priais, tu sais, cette journée-là, puis je remerciais vraiment, tu sais, la vie de me donner ça, puis je demandais qu'on ait une course vraiment, tu sais, sécuritaire. Et quand j'arrivais là, c'était ça, c'était mon moment où est-ce que je disais, all right, on a tout préparé ça là, dans la dernière année, et à partir de ce moment-là, moi, je n'aurai plus le contrôle sur ce qui va se passer là. Je pense que je vais retrouver ça dans une organisation comme le Parc olympique, parce que si on travaille pour avoir de grandes vedettes qui vont venir chanter, c'est un peu ça, c'est un peu tout le travail en amont. Puis là, quand tu arrives, tu sais que ça va être cette journée-là, à telle heure, bien, c'est comme ton sentiment là, du devoir accompli, puis tu es fier, puis tu es content que ça ait lieu. Mais tu sais, au Grand Prix, tu étais dans la production d'émotions. Je comprends que ça va être encore ça au Parc olympique. Bien, ça va être ça pour le public, évidemment, mais aussi faut que l'organisation ait cette émotion-là. Ouais. Elle part de nous, là, l'émotion, tu sais. Mais oui, on va faire vivre des émotions à des spectateurs, là. Puis on espère qu'on va accueillir aussi des spectateurs de partout dans le monde. On parle du stade, tu sais, puis le Parc olympique, là, c'est grand. Ouais. C'est pas juste le stade. C'est pas juste la bâtisse, là, oui. Et puis, je tiens à le dire parce qu'on va aussi réouvrir la tour de Montréal. Okay. Ça, c'est la tour penchée la plus haute au monde. Depuis quand on n'a plus accès à cette tour-là? Parce que moi, j'étais toute petite, puis je suis allée dans cette tour-là. J'ai encore ce beau souvenir-là. Oui, bien là, ça a été, je te dirais, pré-pandémie. Okay. La tour a été fermée pour rénovation. 2027, on va réouvrir la tour. Et on a tout rénové les étages touristiques en haut. Puis il y a une grande nouveauté, là, c'est qu'on a donné accès à la toiture de la tour. Ce que j'espère, moi, c'est que cette tour-là, quand on va venir à Montréal, on va penser à cette tour-là comme on pense à l'Empire State Building à New York ou même à la Tour Eiffel à Paris, tu comprends? De pouvoir venir visiter cette tour-là. C'est une vue incroyable quand tu es en haut. Tu as zéro obstruction tout le tour, tu vois loin. Alors, le Parc olympique, c'est pas juste le stade. C'est vraiment un parc urbain qui est très grand, avec beaucoup de possibilités. Tu as connu beaucoup de pression politique, médiatique, financière. Comment on garde la tête froide au travers de tout ça?
C'est dur. C'est dur. Et, je suis passé par des moments pas faciles. Moi, je suis quelqu'un, qui est très ambitieux dans la vie. Et des fois, l'ambition, elle est mal placée puis elle est mal dirigée. Des fois, il faut peut-être que tu passes par-dessus ton ambition ou tu laisses passer. De côté. Et donc, le Grand Prix, oui, 2010, on ramène le Grand Prix à Montréal. On faisait déjà du NASCAR à Montréal. On a continué à en faire, donc on faisait 2 événements. Et en 2010, j'ai été approché par le maire d'Edmonton, en Alberta, pour aller reprendre une course là, qui était un peu déficitaire. Et moi, dans cette ambition-là, ben oui, on va y aller. On va devenir, au Canada, les meilleurs promoteurs de sport automobile. Et on s'est planté. Et ça m'a appris énormément. Ça m'a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de résilience que je ne savais même pas que j'avais. Je ne pensais pas que j'avais cette résilience-là. Fait qu'il faut que tu gardes la tête froide, mais parfois, là, il y a des coups qui arrivent à gauche pas à droite. Puis ma famille en a souffert autour de moi parce que je veux pas, des fois, t'emmènes ça. Ben, puis, c'est ça. Oui, puis te voit affecté. Je peux pas dire là, que je suis un grand personnage public, mais je suis quand même quelqu'un qui a été dans le public pendant des années. Puis, j'ai toujours dit à ma mère, là, je dis, faut pas que tu crois tout ce qui est écrit dans le journal, là. Tu comprends? Fait que c'est un équilibre, là. Il faut que tu trouves cet équilibre-là. Je pense que je l'ai trouvé, mais il y a des moments que tu sombres un peu. T'es dedans, T'es dedans, puis il faut que tu le vives, puis c'est dans ça, mais je m'en suis sorti, puis c'est ça, je dis, je m'en suis sorti parce que je savais pas que j'avais de la résilience, je l'ai connue, cette résilience-là. Au travers des obstacles. Au travers, ça, c'est des épreuves, obstacles, des épreuves, des défis, puis on en sort quand même grandi et gagnant de ça. As-tu encore des mentors aujourd'hui, puis des gens qui t'appellent quand ça brasse un peu? Oui, j'en ai eu 2. 2 hommes vraiment importants. Là, un qui est décédé malheureusement aujourd'hui, mais c'est 2 banquiers. OK. 2 banquiers de Montréal, connus. Jacques Ménard, qui était le président des BMO, puis Louis Vachon, celui de la Banque nationale. C'est pas des gens que je connaissais là, à la base. Je les ai découverts avec le temps. Jacques n'était même pas mon banquier. Mes affaires n'étaient même pas à BMO. Mais ce gars-là m'avait déjà dit une fois, il reconnaissait mon guts, mon courage de reprendre ça. Ton audace. Puis il est devenu un confident. Quand j'avais des enjeux, quand j'avais des moments un peu plus bas, je savais que je pouvais prendre le téléphone. Et Louis Vachon, et là, donc Louis était mon banquier parce que mes affaires étaient à la Banque nationale. Et Louis vient d'une famille d'entrepreneurs. Les gâteaux Vachon, ça vient de sa famille. Alors, beaucoup de conseils à ce niveau-là, Puis, parce que quand on est des fois dans des situations qui sont dramatiques, tu vois jamais le côté positif tout de suite. Non. Tu es toujours là... Tu rebrasses dans ce qui marche pas, puis tu rebrasses, puis tu rebrasses. Ça prend quelqu'un, justement, qui va te faire voir autrement ce côté-là. Fait que oui, ces 2 hommes-là ont été vraiment importants dans ma carrière, puis dans ma vie. Je pensais 2 banquiers parce que c'était pour compenser pour le gars qui aime pas les maths. Oui, c'est ça. Non, mais tu pourrais le dire, ça. C'est presque ça. Ouais. Je me suis dit, il a trouvé des gens pour compenser la partie qui aime moins, le gars qui aimait pas les maths. Mais ça t'a servi de pas aimer les maths parce que ça a fait en sorte que tu t'es inscrit au cégep du Vieux-Montréal, puis maintenant... mais c'est ça. C'est fou, là, quand tu penses à ça. À un moment donné, j'étais en train de faire une conférence dans une école. Puis, là, je peux pas dire, c'est pas grave si tu n'es pas au match, je peux pas dire ça. Non. Tu comprends? Mais je disais quand même, qu'il faut croire. Faut croire en soi et en nous, là. On n'a peut-être pas toujours tous les outils puis les formations académiques. Mais si tu y crois, puis... Si tu sais bien t'entourer aussi. C'est ça. Ouais. Alors, fait que j'ai pas mes maths, T'es quand même où t'es rendu. Oui. Je suis rendu. Ouais. Mais justement, François, après toutes ces années d'événements, qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? Bien, d'avoir emmené, je pense, le Grand Prix à un autre, comme à un autre niveau.
Le Grand Prix a toujours été populaire, là, on s'entend. Mais après qu'on l'ait perdu, puis qu'on l'ait ramené, je pense que les gens ont réalisé ça représentait quoi de l'avoir. Oui, souvent, c'est quand on le perd. Quand tu parles de quoi, tu sais. Oui, on réalise comment c'est important. C'est vrai pour les gens d'affaires de Montréal, parce que l'année qu'on l'a manqué, ben les hôtels étaient vides, c'est clair. Les restaurants aussi. Les restaurateurs, etc. Mais je pense que le public aussi, les spectateurs. Tu sais. Alors, quand on l'a ramené, on avait des doutes, hein? On avait des doutes, nous, à savoir, est-ce que les gens vont revenir? Parce que, bon, il y en a qui étaient un peu fâchés contre M. Ecclestone parce qu'il nous avait enlevé notre Grand Prix. Mais dès 2010, là, les gens ils étaient de retour. Là, ils étaient au rendez-vous. Mais les années subséquentes, ça a été toujours plus de monde qu'on a attiré et plus d'étrangers aussi. Puis ça faisait partie de notre mission, d'emmener des gens de l'extérieur. Fait que ça c'est une fierté. Ben oui, parce que... Avec raison. Puis quand tu te fais dire que c'était l'événement... Parce que il y en a qui pourrait dire, ben oui, c'est lui qui dit ça, que c'est l'événement touristique et sportif le plus important. Mais non, on se l'est fait dire aussi par beaucoup de monde. Plutôt au Canada anglais, le Stampede de Calgary a été longtemps vu comme le plus grand événement. Mais à un moment donné, on a dépassé le Stampede. Fait que ça, c'est sûr que ça me rend fier. Hey, j'en ai des chiffres. On va les donner. Oui? Oui. En 2015, les retombées économiques étaient évaluées à 75 millions de dollars. En 2019, une étude commandée par Tourisme Montréal, celle-là, on était à 92 millions. Wow. Et en 2023, encore Tourisme Montréal a rapporté que le Grand Prix a généré des retombées économiques de 162 millions de dollars. C'est ça. C'est ça, un événement de cette envergure-là. Où est-ce que, tu sais, quand tu accueilles des gens qui viennent de l'étranger aussi, ce sont des gens qui viennent à Montréal et qui dépensent vraiment. Bien, ça, c'est des chiffres d'études. Ouais. Mais quand tu parles à des restaurateurs ou que tu vas parler à des hôteliers concrètement, là, ou à des commerçants, ils vont te dire, tu sais, moi, j'ai souvent entendu là, des restaurateurs me dire que la seule semaine du Grand Prix, c'était le plus gros que Noël, la semaine de Noël, et que ça représentait souvent 30-35 % du chiffre d'affaires annuel. Une semaine. Mais dans une semaine. Puis, il y a des trucs, tu sais, dans des stades de même qu'on soupçonne pas. Aéroport de Montréal, là, à l'aéroport, là, ben, le week-end du Grand Prix, c'est le plus important. Le plus achalandé qu'il y a à Montréal-Trudeau. Et là, ça va se comprendre, là, mais tu sais, du côté des jets privés, c'est le plus gros week-end de l'année, tu comprends? Et ça, là, il y en a partout des stades comme celle-là qui sont méconnus, mais le Grand Prix avait un impact là-dessus. C'est clair. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi dans 10 ans? Bien, j'aimerais ça qu'on ramène, qu'on se souvienne, en fait, de ma contribution, non seulement au Grand Prix, mais à ma contribution pour la ville, pour ce qu'on a fait. Le rayonnement qu'on a fait, tu sais. Je lisais quelque chose récemment que quelqu'un avait écrit de moi que j'avais redonné les lettres de noblesse au Grand Prix. T'sais. J'ai pas fait ça seul. J'ai fait ça avec une équipe. J'ai été... On touche du bois, mais j'ai eu une équipe exceptionnelle. Là. Et j'ai des gens qui sont avec moi maintenant au Parc olympique. De cette équipe-là. De cette équipe-là. Wow. Tu sais, là, ça, c'est des gens qui sont fidèles, qui te suivent. Je voudrais qu'on se souvienne de moi comme j'ai contribué à l'essor de Montréal, à la visibilité de Montréal, à la vitalité de la ville. On est déjà rendu au segment col roulé et décolleté. Je ne sais pas si tu sais quoi. C'est quoi ça? En fait, c'est une question plus sérieuse et une question plus audacieuse. Tu as le choix entre les deux ou tu as le droit de prendre les deux.
Et on fait juste te dire que tous nos invités, jusqu'à présent, ont pris les deux. Donc, ils ont eu le courage de prendre les deux. Donc, une peu plus sérieuse, une peu plus audacieuse. Je te laisse deviner qui pose laquelle. Parce que décolleté, col roulé. Mais aujourd'hui, j'ai une belle robe très... tu m'as volé mon linge. Effectivement. Mais c'est moi, normalement, qui pose la question décolletée. J'aime les défis. On y va pour les deux. Bon, tu commences par laquelle? On va commencer par la sérieuse. OK, parfait. On va finir par la plus audacieuse. La plus audacieuse, oui. OK. Super. Donc, après le Grand Prix, tu aurais pu partir ailleurs, dans le privé, dans un autre pays. Pourquoi tu es resté ici, à Montréal? J'ai beau avoir vécu mon enfance à Châteauguay. Je suis quand même un gars de Montréal. Ouais. Et puis je l'aime. J'aime ma ville, j'aime Montréal. Des fois, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. Puis je vis à Montréal. Puis peut-être que je n'étais pas prête non plus. J'ai 58 ans. Il y a encore du temps devant moi où je pourrais peut-être aller à l'étranger. Tu l'exclus pas. Je l'exclus pas, tu sais. Puis dans mon rêve ultime, au niveau... Ma carrière a été basée sur l'événementiel. Et puis je pense qu'elle va demeurer comme ça. C'est ce qui fait triper. Au Parc olympique aussi. Mais j'ai souvent dit, si tu retrouvais des clips là, de moi dans l'entrevue, que j'avais fait une espèce de ranking des grands événements. Le Grand Prix, en fait, pas le Grand Prix du Canada, mais les Grands Prix, moi, je les mettais en 3e place. Donc, au niveau d'un grand événement, puis que ça prend pour être organisé, etc. 2e, c'était la Coupe du monde de soccer, de la FIFA. Ouais. Mais le premier, là, c'est les Jeux olympiques d'été. Pas ceux d'hiver. Ceux d'été qui sont vraiment grandioses. Et j'ai souvent dit que j'aimerais participer à l'organisation des Jeux olympiques. Wow. À haut niveau, là. J'aimerais ça dans le comité international. Là, dans l'exécutif de ça. Et à l'évidence, je pense pas que ça va être au Canada. Je pense pas que le Canada, un jour, va ravoir des Jeux olympiques, à moins qu'on ait... Ça dépend c'est qui est au Parc olympique. J'adore! Mais je pense que ça serait peut-être à l'étranger. Okay. Et là, à ce moment-là, tu pourrais. Je pourrais aller travailler à l'étranger. OK. Ouais, ça, je pourrais faire ça. Mais je viens de te lancer un défi. Oui, c'est ça. Ça va peut-être répondre à la deuxième question, la question décolletée. Tu as passé ta vie à faire vibrer Montréal, on en parle depuis tantôt. Est-ce que tu as encore un rêve un peu fou pour elle, justement? Je pense que Montréal a une capacité à accueillir des grands événements. C'est sûr que les Olympiques, ça serait... Le summum. Le summum, puis je trouve que ça serait de boucler un peu cette boucle-là, tu sais. Puis je disais, à un moment donné, quand je suis arrivé là, puis j'ai fait une présentation pour un plan d'affaires, puis j'ai terminé en disant, tu sais, Montréal a eu les Olympiques une fois, puis ma dernière slide, c'était « Pourquoi pas 2 ?» Est-ce que ça sera possible? Parce que les Jeux olympiques, maintenant, c'est tellement politique. Ben oui. Il y a des coûts astronomiques. Et Paris, là, les Jeux olympiques à Paris... mais demeure pas moins que c'est quand même quelque chose qui serait incroyable qu'on puisse les accueillir à nouveau. Là. Ça, moi, je pense que c'est lancé dans l'univers. Oui. On ne sait jamais. On ne sait pas. Merci. Merci, François. Déjà fini? Ben, écoute. Déjà rendu à la conclusion. Déjà rendu à la conclusion. Des circuits du monde entier au cœur du Parc olympique, François Dumontier a gardé la même ambition, créer des espaces où les gens vibrent ensemble. Des moments forts, parfois fugaces, mais qui laissent une trace durable, celle de quelqu'un qui, au fond, n'a jamais cessé de vouloir faire battre Montréal un peu plus fort. Merci François. C'est très beau. C'était vraiment un bel échange. Merci. Bien, merci à vous.